Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Pascal Gibon, je suis le fondateur du Conseil d'entraide vivre. Alors le Conseil d'entraide vivre, c'est un collectif de personnes accompagnées ou qui ont été accompagnées par l'association d'entraide vivre, qui est une association qui œuvre depuis 1945 pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec une spécificité d'accompagner les personnes en situation de handicap psychique, troubles psychiques. Elle a développé divers services par rapport aux besoins repérés des personnes. Pourquoi elle s'appelle l'association d'entraide vivre Parce que le fondateur, le docteur Gustave Beauvois, qui a créé un bureau d'entraide en 1942, soignait des personnes qui avaient la tuberculose. Et il s'était rendu compte que pour vraiment les soigner, il fallait qu'ils aient de quoi vivre, qu'on était en pleine guerre. Et donc il a créé un bureau d'entraide sur un principe qui m'a vraiment marqué, se servir de nous, nous aider. Se servir de nous, on est une association, un bureau d'entraide qui permettons aux personnes en situation de handicap de retrouver un emploi. Donc on va essayer il a créé un bureau de placement, on va essayer de les placer en entreprise. Ce docteur Gustave Beauvois avait un réseau de chefs d'entreprise puisqu'il a gagné des chevaux, il a gagné un grand prix, c'est à peu près de l'Arc de Triomphe, mais deux fois un prix avec ses chevaux de course. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, il avait tout un réseau d'entreprises, de connaissances, etc. Et pour soigner ses patients tuberculeux, qui avaient la tuberculose, il s'est dit qu'il ne pouvait pas les soigner s'ils n'avaient pas de quoi vivre. C'est pour ça que ça s'appelle vivre. Et en fait, cette démarche de dire je ne peux pas soigner quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre, pour moi c'est la bonne démarche, c'est-à-dire qu'on va voir après pour la notion de rétablissement de santé mentale, si la personne n'a pas de quoi vivre, c'est très très difficile de l'accompagner. Donc se servir de nous, nous aider, voilà comment ils voient l'entraide. Donc si vous avez des personnes, vous ne savez pas comment faire avec elles, elles sont en situation de handicap, etc., vous nous les envoyez et nous aider à les placer. Si vous avez des postes, vous avez du travail, vous ne trouvez pas de personnel, et ben, venez vers nous et nous on va vous envoyer des personnes compétentes. Donc voilà comment est né le bureau d'entraide vivre. Et en 1945, donc c'était dans l'illégalité la plus totale, de 42 à 45. On était sur les crédits de l'ADAPT, je ne sais pas si vous connaissez l'ADAPT, enfin bon, bref, sur les crédits de l'ADAPT, et puis en 45, on a contribué à la création du service de reclassement de la sécurité sociale, nouvellement créé. Et tous les salariés de l'association sont partis, parce qu'ils avaient en fait des connaissances au niveau des dossiers des personnes, sur comment placer les personnes, etc., les questions à poser, s'intéresser à leur parcours de vie, leur projet de vie, déjà, leurs compétences, leurs capacités, et de ne pas voir justement le handicap juste comme une incapacité, mais de voir ce que les personnes étaient capables d'apporter. Donc voilà, se servir de nous, nous aider, nous on a pris, moi ça m'a marqué, et quand j'ai fondé le Conseil d'entraide, je me suis dit, mais en fait, je suis au sein d'une association qui accueille 2000 à 2300 personnes chaque année. J'ai été formateur, j'étais animateur d'entraide mutuelle, formateur en ESRP, c'est des centres de formation qui permettent de replacer des patients en situation de handicap. J'ai accompagné des personnes, j'ai eu moi-même un parcours, je vis avec un trouble psychique, je me suis finalement, c'est grâce à cette association que j'ai pu aller mieux aussi, quoi. Et je me suis dit, mais mince, on est face à une richesse incroyable, c'est-à-dire tous ces parcours, toutes ces personnes qu'on voit leurs troubles, leurs déficits, leurs incapacités, on ne voit pas leurs compétences, on ne voit pas leurs capacités. Et c'est une richesse incroyable et on peut faire quelque chose avec ceux qui veulent. Et on s'est dit, bon, bah, on va lancer quelque chose. On avait commencé à travailler, Pascal Calco est là, il était le directeur général de l'association Entraide Vivre. Donc je travaillais à ses côtés à la direction générale. On avait organisé en 2018 un grand colloque, sur... c'était rapprocher les mondes,
et justement des mondes qui sont cloisonnés entre le sanitaire, le médico-social, le social, l'entreprise, tout ça c'est bien cloisonné. Et donc ça avait fonctionné parce qu'on avait été faire des films. Moi j'avais rencontré des personnes accompagnées, on avait fait des films avec Aya, avec d'autres, on avait interviewé des personnes. Et Paceco m'a dit, mais comment on peut faire perdurer ça, quoi? C'est cette idée de co-construire et ensemble pour la cité, conjuguons nos ressources. C'était à l'époque, comment on peut conjuguer les ressources? Et je lui dis, bah écoutez, c'est simple, il suffit de monter un conseil d'entraide. Et il me dit, c'est pas un conseil d'entraide, et ben, c'est un collectif de personnes. On demande aux personnes qui sont accompagnées de se réunir et de voir quel projet on peut monter ensemble. Et Thierry était là, Thierry qui est là-bas, en juillet 2019, on se réunit pour la première fois, il y avait une quinzaine de personnes, et là, gros coup de colère, tout le monde en colère. Donc des personnes qui venaient de CHRS, de SRP, je prends les sites, hein, CHRS, Centre d'hébergement, le SRP, établissement, c'est un ancien CRP de reclassement professionnel, qui venait de services d'accompagnement à la vie sociale, de SAMSA, etc. Et il y a gros coup de colère sur on a perdu du temps. Les dossiers, c'est compliqué. La MDPH, c'est compliqué. Moi, passer le cap, de me mettre, je suis en situation de handicap, ça a été très compliqué pour moi. Effectivement, je me souviens de ce moment-là, où je me demandais, on m'a dit qu'ensemble pour la cité, conjuguons nos ressources, ça veut dire qu'on fait beaucoup plus qu'un service de. On construit un monde différent. Voilà. C'était cette idée qu'on avait partagée avec Cachan, avec beaucoup de gens. Mais c'est quoi la suite? On m'a dit, on fait le conseil d'entraide. Vous m'avez expliqué ce que c'était, les gens qui discutent, ils font des trucs ensemble, je peux très bien, allez-y, bon voilà. Et effectivement, je me souviens même au début, je vous ai presque freiné en disant, mais vous laissez, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, voilà, ça va aller petit à petit, ça va avancer, il n'y a pas d'enjeu, c'est leur affaire, c'est votre affaire, point, vous y allez comme ça, et puis c'est tout. Et il était hors de question, évidemment, pour moi, d'aller demander un rapport d'activité là-dessus, ou je ne sais pas quoi, c'était pas un service de plus. C'était une action qui ne se pas, quoi. Enfin, ça se passe naturellement. Il suffit juste de dire, on le fait, puis on me dit non, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre enjeu que de dire, mais c'est bien comme ça, quelque chose doit se passer, c'est tout. Donc effectivement, je me prenais par la RS, par des amis et tout. Donc, conseil d'entraide, ils ont fait des trucs et tout. Je dis, c'est bon. Et puis même au sein de l'association, ça se savait que je ne savais rien, donc ils disaient, mais il est vraiment nul. Bon, mais non, c'est très très bien comme ça. C'est très très bien comme ça, c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Je ne vais pas vous le cacher, la situation actuelle au niveau sanitaire, médico-social et social est critique. C'est un peu la crise et je me suis dit que finalement si les personnes elles-mêmes ne s'auto-organisaient pas, ne s'auto-représentaient pas, n'agissaient pas, on allait continuer à avoir des offres, des services qui étaient repérés en fonction des besoins des personnes et pas une offre de service qui va répondre aux envies, aux désirs et à la demande des personnes. Et ça, c'est normal, parce que en fait, vous montez votre service, vous êtes un chef de service, vous faites votre planning d'intervention, je prends un SAVSA ou un SAVES, etc. Vous faites un planning, le lundi, le mardi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la personne, finalement, elle prend ou elle prend pas, quoi. Et finalement, elle n'a pas son mot à dire sur l'organisation. Donc voilà, là l'idée, c'était ces services répondent à des besoins, mais est-ce qu'ils répondent aux envies des personnes et quelles sont les envies des personnes, quoi. Donc en fait, on s'est dit, nous on s'est développé sur les besoins repérés, c'est-à-dire je vais passer la parole à Thierry, par exemple sur la stigmatisation. Je vais lui passer la parole 2 minutes, je passe sur le diaporama. Conseil, vas-y. Déjà, bonjour, merci à tous d'être venus déjà, si nombreux. Alors, je me présente, je suis Thierry Tordeux, je suis un ancien stagiaire de l'établissement ESRP, établissement social de rééducation professionnelle qui se trouve à Arcueil.
Je me raconte en quelques mots, je suis arrivé sur Paris, je viens de la SAP, et je suis arrivé avec une valise et un sac à dos. J'ai fait ma PO, j'ai fait ma qualifiante en EAA. Et ils sont administratif à ton accueil. Voilà, donc je commençais, pendant ma formation, je commençais à bien m'habituer en Ile-de-France. Ce que j'ai fait, j'ai bazardé mon appartement dans la SAP en faisant une demande de logement sur Paris. Et je pensais avoir un logement comme en province, au bout de 3 semaines, 1 mois. Et là, oui, maintenant j'en rigole. Et là, l'assistante sociale de l'établissement me dit, mais Thierry, tu as fait une grosse bêtise. Je dis non, à Paris, il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup d'HLM, il y a de la place rien pour moi. Étant une personne handicapée en situation de handicap, je pensais que j'étais prioritaire. Et là, tout m'a suivi. La formation arrivait, la fin de la formation arrivait, et toujours pas de logement. Parce que j'étais hébergé pendant 14 mois, gracieusement, par l'association. Et là, je me retrouvais quasiment à la rue, sous les ponts. Vous allez me dire, il y a l'eau, il y a l'électricité gratuite. Mais bon, c'est pas la meilleure solution non plus. Et par chance, l'assistante sociale a pu me trouver, avant la fin de la formation, 8 jours avant la fin de la formation, un hébergement, à 20 mètres carrés. Et c'est là qu'on a commencé à parler entre le conseil d'entraide, dire, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas possible que des personnes en situation de handicap, à ce jour, se trouvent sans logement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on a tous le même avis. C'est scandaleux. Et disons, en même temps que j'ai fini ma formation, le jour où j'ai fini ma formation, j'ai la mairie de Gentilly qui m'ont appelé pour faire un remplacement comme agent d'accueil. Et le lendemain, j'avais prévu de partir en vacances dans le sud, rejoindre ma famille, et donc là, le choix a été vite fait. C'est pas de vacances, rentre dans la mairie. Si je peux avoir un pied dans la mairie, j'aurai peut-être le deuxième. Et au bout de 18 mois, j'ai été titularisé. Voilà. Et je voulais dire aussi, moi de mon côté, au niveau de l'association du conseil d'entraide, j'interviens dans la ville de Gentilly. J'interviens dans les écoles. Parce que la mairie de Gentilly se trouve entre 2 écoles. Et moi le matin, j'ai toujours le bonheur, je vois les enfants arriver, ils me voient marcher. Je ne sais pas si vous m'avez vu marcher dans la matinée là. Et les enfants, c'est, t'as vu monsieur, il fait peur, c'est un monstre, et je vous embrasse. Voilà, c'était les enfants de 7-8 ans rigoler de mon handicap. Voilà, c'était un peu choquant. Donc j'ai eu l'idée avec M. Gibbon de dire que ce serait bien qu'on fasse une intervention au niveau des écoles. Parler de handicap, sensibiliser les plus jeunes. Et ma foi, il m'a dit, écoute, moi je te suis, voilà, prends rendez-vous avec Madame la maire de Gentilly. Et donc on a eu un entretien avec Madame la maire et elle nous a dit, je vous donne le feu vert. Et là on est intervenu dans les écoles. Donc on a posé des petites questions toutes simples aux enfants. Et ils nous ont répondu, on ne pouvait pas savoir. Et le regard maintenant est carrément différent. Et ça a été sensationnel pour moi. Et même, je vois des anciens CM2 maintenant qui sont en 6e, ils me disent, Thierry, viens dans notre collège faire des actions. Il y en a beaucoup qui rigolent encore de l'handicap, que ce soit physique ou autre. Voilà. Et ça, c'est. Voilà, j'interviens beaucoup là-dessus. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses aussi qui me gênent, c'est au niveau du dossier de LDPH. La lenteur du dossier LDPH. C'est long, trop long. On peut perdre des formations comme ça. Et je trouve ça vraiment inadmissible. Franchement, inadmissible. Voilà, si vous avez des questions à me poser, allez-y, je peux vous répondre. Ah oui, et je voulais dire aussi, Pascal, j'ai travaillé avec, j'ai fait une vidéoconférence avec l'université de Rennes, et ils m'ont demandé de raconter mon parcours professionnel, de mon enfance jusqu'à ce jour, dont voici, voilà. Il y a eu un ouvrage de fait, le handicap invisible et situations personnelles handicapantes. J'ai fait aussi une vidéoconférence avec Ottawa, avec le Canada, sur le handicap, un échange, voilà, entre eux ce qui fonctionnait et nous ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, et ce qui fonctionne aussi un peu quand même. Et voilà, j'interviens un peu partout, selon la demande des personnes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Elchi, j'ai 44 ans. J'ai une très longue carrière de 20 ans en institution. Je les ai presque toutes faites. Et leur retrouver, vivre, LAD, j'ai un CV en béton. Ce qui fait que je suis légitime pour parler, vous voyez, que j'ai une expérience de terrain et tout. Et à la dernière en date, avec
et l'AD. Quand ma référente m'a demandé, Monsieur Le Chic, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, écoutez, moi je me verrais bien être coach en séduction. Coach. Et c'est important, vous savez, c'est difficile pour une personne de trouver un partenaire, c'est encore plus difficile pour une personne surtout atteinte d'un trouble de neurodéveloppement qui ne sait pas décoder l'implicite, qui ne sait pas décoder. C'est moi, s'il m'est arrivé, j'ai une histoire avec une fille. Elle me dit, Mohamed, t'es sorti avec Jamila? Oui, je suis sorti, on allait au cinéma, on allait se promener et tout. Mais t'es sorti avec elle, c'est passé un truc? Je fais non. Il me dit maintenant, ça fait combien de temps? Je fais, ça fait 3 mois. Maintenant, c'est plié, c'est fini. Et il ne s'est rien passé. Parce que ça s'est joué dans les premiers instants. Et quand j'ai dit ça à ma référente, elle m'a dit, ah bon? Mais c'est un coach en séduction? C'est un vrai métier, ça? Je dis oui, c'est un métier, il y en a beaucoup sur YouTube et tout. C'est un vrai métier, il y a une forte demande. Je me dis, mais c'est comme si vous me disiez que vous voulez être acteur porno. Et là, estomaqué, j'ai regretté, bien sûr, j'ai regretté. J'ai pas répondu en disant, mais vous savez, madame, acteur porno, c'est aussi un vrai métier. Et, voilà. Bref. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a des besoins, on a envie de travailler, on a des désirs, on a envie de vivre avant tout, on a envie de rencontrer des partenaires, on a envie d'une vie satisfaisante, d'une relation affective satisfaisante. Et c'est ça qui me semble important. De toute façon, ça s'appelle vivre, du coup on est dirigé vers la vie, vers notre propre... qu'est-ce qui nous motive à nous lever le matin? Qu'est-ce qui nous motive à sortir du lit? Voilà. Et là, s'est opéré chez moi un changement, un retournement. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis en prise en charge et tout. Et toujours, il me manque quelque chose. Toujours, je me dis, oui, il me manque quelque chose. Il me manque, oui, il faut ça pour ça, il me faut les AVS pour ci. Je suis toujours en demande, vous voyez, en besoin, en demande. Et je me dis, mais là, s'est opéré un retournement. Mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Vous voyez, c'est le passage de la demande, l'état de passivité, d'attente, d'être un peu comme un mendiant, à l'état d'offre, là où on est plus actif, on est plus, on a quelque chose à donner. Et quand on passe de l'état de demande à l'état d'offre, c'est parce que c'est la question de valeur qui augmente. Quand on fait quelque chose, c'est un plus de valeur. Voilà. Et les conseils d'entraide, c'est un peu ce retournement qui s'est opéré. C'est que l'institution n'a pas su faire, n'a pas su voir. Et parce que ça les arrange bien que quelqu'un ait en demande qui veut ça et eux ils offrent, ils sont dans cette asymétrie, mais ça entretient cet état de dépendance qui est pour eux, il y a toujours de l'ARS qui tombe, mais toi tu galères pour ton rond. Et ce retournement-là, je veux dire, c'est un peu grâce au conseil d'entraide où j'ai participé à des films, j'ai réalisé des. Le forum, là, c'est là que ça a des concerts, là. Ouais, de l'autostigmatisation à l'émancipation, c'est ça qui m'a dit, Mohamed, j'ai remarqué que tu as un grand besoin de parler, si bien, mais je fais, écoute, moi ça je suis timide, j'ai un bégaiement et tout, écoute, je sens en toi que tu as besoin de parler, et ça va le faire, et je suis allé, ça s'est bien passé. J'ai participé l'année dernière à un concours d'éloquence bégaiement à Dauphine, et je suis allé jusqu'en finale, et j'ai obtenu le prestigieux prix de la plume. Voilà. Bravo. Et là, il y aura un concours d'éloquence à la FFD, la Fédération francophone du débat, et je rêverai d'une finale à l'Académie française, salle Richelieu, devant la scène, vous voyez. Et là, je vais tout faire pour être en finale. Parce que le TDAH, vous savez combien il fonctionne le TDA, le neuroatypique? Vous mettez dans un environnement pourri, plus pourri que l'environnement. Un environnement qui tire vers le bas, il va vraiment se creuser sa propre tombe. Vous mettez dans un environnement stimulant, porteur, exigeant, il va tout faire pour se hisser au-dessus.
Et c'est un peu comme ça. C'est un peu comme qu'ils n'ont pas compris un peu les institutions. Alors que je leur parle, je leur explique vraiment de façon détaillée et précise. Et voilà, je sais que c'est j'en propose l'Académie française, moi je vais tout faire pour être en finale. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est aller au bout de ces projets, oser prendre des risques. Et nous, on est un peu comme un mélange de Ghostbusters et d'agence touriste. On est là pour les aider. On est là pour C'est lorsqu'on se plante qu'on pousse. Là, on en est convaincu. C'est un délire. Et se décoller pour décoller. Je reviens à la fameuse phrase langage des oiseaux de Mohamed, c'est lorsqu'on se plante qu'on pousse. C'est pour ça que je vais faire ma formation de maraîchage bio. Je maintiens et je persiste que dans le conseil d'entraide, il y a mutualité, solidarité, fraternité, et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, on n'est pas là, nous, en tant qu'handicapés visibles ou invisibles, pour supporter les aléas de l'ARS. On est aussi là pour apporter à des gens valides une valeur ajoutée. On n'est pas si bête que ça. On sait faire du travail. On sait, en tant qu'handicapé, apporter à une société, à une entreprise, de la productivité. Donc, il faut arrêter de penser que les handicapés doivent subir. On est aussi là pour faire gagner à la société de l'argent, de l'économie, Je veux dire, je refuse, moi, qu'on pense que l'handicapé, il doit se faire assister. Mais, quand on bafoue ses droits, ça, je ne l'accepterai jamais, parce qu'on dirait qu'on n'a pas de droit. Voilà, on va à la MDPH, on se fait traîner, on a tous les papiers, on se fait encore traîner. Quand je dis traîner, on fait patienter, et au bout du compte, le temps passe. Moi, j'ai voulu faire une demande à H, il va avoir bientôt 60 ans. C'est-à-dire que si je la fais maintenant, le jour où je vais la voir, à 60 ans, je ne l'aurai plus. Donc, voilà, je ne vais pas terminer sur ça, mais surtout sur le conseil d'entraide. Je pense que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Juste on a intervenu au congrès RIAB et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les professionnels, je pense qu'il y en a dans la salle, vous êtes là pour valider nos projets. Et ça, c'est juste insupportable, en fait. C'est juste insupportable que vous validiez nos projets et... Attendez, vous voulez dire un mot? Oui, parce que je me souviens, il y a un jour, on se réunit pour faire un événement peut-être ensemble pour la Cité conjointe de ressources, je ne sais plus quel événement. Et j'ai identifié, on pensait, voilà, le thème et tout, et on pensait quoi. Et hier, on a dit, on est une association de personnes handicapées, il serait grand temps de savoir ce qu'on peut faire pour les valides. Cette phrase, je la garde. Voilà. Ce que l'on peut faire pour les valides. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on va dans les écoles, qu'on va en entreprise, c'est de finalement faire comprendre à tous qu'on est tous concernés, de près ou de loin, par une situation handicapantes, qu'elles soient le psychique, physique ou autre, et les personnes à l'abri, donc la population française ou autre peut continuer à faire l'autruche, ça peut vous tomber dessus. Et le problème, si vous ne faites pas de prévention, si vous ne faites pas de sensibilisation, quand ça vous arrive, vous êtes seul et vous descendez peut-être très vite. Et du coup, pour éviter ça, il faut faire de la prévention. Et quoi de mieux que les personnes qui ont un savoir expérientiel, un savoir d'usage des structures, pour aller en prévention, pour pouvoir informer sur les droits des personnes, pour pouvoir leur expliquer les parcours. Et quand vous arrivez à réunir, comme on a réussi à faire, et on essaie d'agrandir encore, des personnes, on va dire spécialistes du logement, des personnes spécialistes du maintien dans l'emploi, des personnes spécialistes de l'intimité, de love coach, voilà. On peut travailler justement à la fois au niveau de nos pairs sur des choses qui sont inacceptables. Là, il y a un teenager qui se développe. Le droit à la sexualité, le droit à l'intimité, le droit... ils sont bafoués encore en 2024 pour bon nombre de personnes en situation de handicap.
Donc voilà, il y a encore des luttes, c'est-à-dire que il faut le faire de manière tranquille, sereine, mais en tout cas, il faut avancer. En étant souple, sans voilà, on va pas crier, on va juste démontrer les choses. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est démontrer. Avec Thierry, là, on fait partie du nouveau comité des personnes directement concernées par handicap de la RSI de France. On a candidaté, on a été reçu. Mohamed fait partie du réseau des personnes en situation de handicap. Et Eric n'a pas pu venir, il ne se lève pas le matin, malheureusement, et c'est compliqué pour lui de se déplacer de l'Essonne. Pareil. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à co-construire finalement. Nous, on ne veut pas ni remplacer les assistants sociales, ni remplacer les psychologues, ni remplacer les professionnels. Nous, ce qu'on souhaite, c'est finalement contribuer à améliorer le système et qu'on prenne plus en compte finalement les envies, les désirs, les besoins exprimés par les personnes, quoi, et qu'on leur demande leur avis. Qu'on leur dise pas, bah non, c'est comme ça, quoi. Le matin, c'est 18h. Voilà, le matin, tu te lèves à 6h, parce que tout le monde se lève à 6h, parce que le repas, c'est à 7h, etc. Non. Enfin, voilà, on remet un petit peu d'humanité, finalement, dans l'accompagnement. Et deuxièmement, qu'on puisse finalement agir en prévention. Quand on a été dans les écoles avec Thierry, on s'est rendu compte que les enfants étaient sensibilisés au handicap de par leur famille, de par leurs amis, de par leurs grands-parents qui étaient non-voyants, le frère qui était autiste, la sœur. Ils ont pu l'exprimer à l'école. Et la maîtresse, elle était là, elle entendait tout ça, elle comprenait. Ah, mais c'est pour ça qu'il arrive en retard tous les matins. Ah, c'est pour ça peut-être qu'il ne mange pas à sa faim. Ah, c'est pour ça qu'il... Ah oui, découvrez, quoi. Et vous avez une psychologue scolaire pour 5 établissements. On découvre ça. Tout le monde a besoin d'aide. Les professionnels ont besoin d'aide. Les personnes ont besoin d'aide. Et nous, on a un savoir expérientiel, un savoir d'usage, et c'est pas utilisé par personne. C'est ça qui est révoltant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer, quoi. On veut que dans les hôpitaux, que dans les structures gestionnaires, dans les médico-sociales, dans le social, il y ait des pères aidants, mais pas pères aidants un tout seul et puis des nage collectif, collectivement. Le book, il faut faire un book, il y a Laurent là qui a trouvé un travail, il est en CFA pour être responsable de communication et toutes nos actions, ça lui a permis d'entrer aux impôts, à la direction des impôts à Bobigny, ou au service communication, et là, pendant 10 ans, il fait son CFA et il s'est servi de toutes nos actions. Ouais, ça, c'est génial. Donc voilà, laissez les personnes qui vous accompagnent agir. Laissez-les monter leurs projets. Laissez-les aller sur ce qui leur plaît, ce qui les motive, ce qui les concerne. Et vous allez voir, vous allez être stupéfait, quoi. Oui, attends. Il fait du théâtre, Thierry travaille, etc. On a tous notre projet. L'idée, là, c'est en fait se réunir sur ce qui nous semble vital, quoi. Vital et important. Oui. Je reprends les mots que vous venez de dire. Hein. Et justement, ces lieux-là, moi, je les vois comme des lieux où on se réunit pour donner vie à tout ça. Vous comprenez ? Nous, on veut aller dans les lieux et les changer, les lieux. Comment ? Nous, on veut aller dans les lieux et les changer, ces lieux. Ah, vous voulez carrément là, ok. Non, en fait, les lieux, ils existent. Hein. C'est pas un problème de lieu. Parce qu'en France, dès que vous avez l'idée, vous créez un lieu. Non, on ne veut pas créer de lieu. On veut modifier. Voilà. On veut sortir du bocal, nous. Nous, on veut aller vers la mer. J'avais une belle image de bocal, mais on veut sortir des bocaux institutionnels. On veut aller vers la mer. On ne veut pas créer des lieux. On ne va pas recréer un local. Vous voyez ce que je veux dire ? Changer les lieux pour... Voilà, pour que les lieux soient plus adaptés aux personnes. Mais oui. Parce que vous prenez plein d'analyses dans vos trucs, vous prenez plein d'analyses, moi je débute et c'est génial. Franchement, moi je suis avec vous, je le regarde. C'est un point très très important, ça. Est-ce qu'il faut créer un lieu qui s'inspire de ça, ou est-ce qu'il faut aller transformer les lieux qui existent? Et ils ont choisi. Parce qu'effectivement, la question elle est changer, non pas, c'est même pas changer les liens, c'est changer les liens. C'est-à-dire ouvrir les liens ouvrir des liens qui clairs en quelque sorte, et voilà, avec la mer, avec d'autres horizons, avec d'autres possibilités. La fusion. Voilà, là, je suis d'accord. Et la fusion ne peut pas se faire sans les personnes concernées. En fait, la fusion, elle ne peut pas se faire sans nous. Et on ne jamais rien sur nous sans nous, d'accord.
Mais moi, je ne vais pas rester spectateur et attendre que vous fassiez à ma place. Au bout d'un moment, on s'engage. Mais après, chacun, en fonction du temps qu'il est disponible. Alors, il n'y a pas de... On est accueillant conditionnel, il n'y a pas de président, trésorier, etc. Ça n'existe pas. Une horizontalité totale et membre à vie. Et chacun vient quand il veut. Et la question, c'est, on a tel projet, tiens, on intervient là, qui peut venir. Et aujourd'hui, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes à pouvoir venir sur le collectif de 17. On n'impose pas la personne de tel jour, parce que selon ses disponibilités et selon sa santé aussi. Voilà, comme je disais, on n'impose pas à la personne de venir. C'est la personne elle-même qui choisit de venir. Voilà, et on essaye d'être un groupe, on se partage nos interventions. Voilà, maintenant on est 12, et sur les 12, 17 maintenant. Voilà, oui, en même temps, nous avons une nouvelle personne depuis un mois avec nous, et on l'accueille avec plaisir dans notre groupe de l'association. Voilà, et je voulais vous dire, voilà, c'est des personnes qui sont libres, voilà, on ne les impose pas, ils viennent quand ils peuvent, et ils sont les bienvenus. Voilà. Voilà. La parole est à monsieur. Juste une chose, c'est que créer d'autres lieux, comme ça a été suggéré à ce moment, ce serait presque de rentrer dans le système que vous combattez. Oui, tout à fait. On ne va pas pour combattre. Ben non, On veut l'améliorer. On voit toujours de performance, de qualité. Et puis, deuxième chose, j'en profite, puisque je suis passé aussi pour représenter les comptes d'entraide mutuelle, des jeunes qui, au quotidien aussi, avec la pérédance expérientielle de chacun, font un groupe d'entraide mutuelle. Vous voyez qu'il y a presque une similitude de noms entre les noms. Et là aussi, c'est du concret, du quotidien, et personne ne détient un savoir quelconque qu'il a le droit de donner à quelqu'un d'autre. On fait tout ensemble. Voilà. C'est ce qu'on parlait d'autres expériences. Et... transformer les liens qui existent, ouvrir des liens, aller vers, c'est le savoir expérientiel est peut-être plus important que le savoir professionnel. Ah non, c'est pas important. Ah oui. Et je voulais dire aussi, on n'intervient pas qu'en Île-de-France, on se déplace aussi dans toute la France. Voilà, nous avons été jusqu'à Ajaccio, Lyon, Marseille, Angers, etc. etc. Voilà, on ne reste pas qu'en Île-de-France. Et je laisse la parole à mon nouveau collègue. Pourquoi je vous ai rejoint? Alors, pourquoi je vous ai rejoint? Juste après, j'ai rencontré par le biais d'une personne que nous connaissons mutuellement. Et ce qui m'a marqué dans les premiers échanges avec Pascal, puisque Pascal est la première personne que j'ai rencontrée du conseil, c'est cette vision commune qu'on avait de la notion d'aidance, de pérédance, d'aller dans les lieux et pas de faire venir dans les lieux, de sortir des sentiers battus finalement et s'orienter vers un apport complémentaire. Moi, j'ai souvent tendance à dire que être conseiller en entraide, c'est un peu un côté Tetris ou Lego, c'est-à-dire que chacun apporte sa pièce à l'autre et à l'arrivée, on crée des choses formidables. Mais ben voilà, si on est encore une fois mis en exclusion d'un côté, si on nous dit bah oui, mais je sais que tu as besoin de ça, on n'a pas le retour des patients, des personnes en situation de handicap, même si ce n'est pas forcément le mot le plus approprié, c'est avant tout des êtres humains et on doit ensemble co-construire le futur de l'ensemble de ces personnes. Voilà, merci beaucoup. Je dirais que le conseil d'entraide, c'est la clé de fer qui ouvre les portes des lieux pour plus de liens.